Coucou les copains, coucou les copines, bienvenue dans Culturama, l'émission qui parle de culture. Aujourd'hui, on va reprendre notre dossier Star Trek. Et donc, nous allons parler de la première série Star Trek classique, appelée aussi Star Trek The Originals Series, mais qui au tout début ne s'appelait simplement que Star Trek. Nous sommes en 1966. Et alors que 2 épisodes ont déjà été tournés, The Cage en 1964 et Where No Man Has Gone Before en 1965, une première saison de 28 autres épisodes vont être tournés. Nous entrons donc dans la 3e moulure de Star Trek The Originals Series. Et ce, pour 3 saisons. Au casting de cette série, nous pouvons y retrouver William Shatner dans le rôle du capitaine James Tiberius Kirk, Leonard Nimoy dans le rôle du premier officier scientifique, le commandant Spock, DeForest Kelley dans le rôle du médecin-chef, le docteur Leonard H. McCoy, James Doohan dans le rôle de l'ingénieur en chef, le lieutenant-commandeur Montgomery Scott, Nichelle Nichols dans le rôle de l'officier des communications, la lieutenante Nyota Uhura, George Takei dans le rôle du pilote, le lieutenant Hikaru Sulu, Bruce Hind, uniquement dans la première saison il faut le préciser, dans le rôle de l'officier de navigation, le lieutenant Kevin Thomas Riley, Walter Koenig à partir de la 2e saison, dans le rôle de l'officier de navigation. Alors attention, je vais essayer de dire le 2e prénom, c'est pas gagné. L'enseigne Pavel Andreevich Chekhov, j'ai réussi à le dire de la première fois, c'est pas facile. Majel Barrett qui troque son uniforme donc de second du capitaine dans l'épisode La Cage à l'uniforme de l'infirmière, de l'infirmière en chef Christine Chappell, et Grace Lee Whitney uniquement dans la première saison dans le rôle de la sous-officier, celle qu'on va appeler la Yeoman du capitaine James T. Kirk, Janice Rand. C'est donc un casting assez important que nous retrouvons pour cette série télé. Mais comme nous allons le voir, le casting n'est pas toujours bien défini, surtout pour les rôles secondaires. En effet, dans quelques épisodes, la lieutenante Uhura sera remplacée par la lieutenante Palmer. On peut ainsi la retrouver dans les épisodes La Machine Infernale, qui est le 6e épisode de la saison 2, et Le Jardin d'Éden, qui est le 20e épisode de la saison 3. Entre nous, si La Machine Infernale est vachement bien, Le Jardin d'Éden est un peu moins bien. Même beaucoup moins bien. On peut aussi signaler que dans plusieurs épisodes de la saison 2, lorsque Chekhov est présent, Sulu ne l'est pas, et inversement. D'ailleurs, il serait intéressant de parler rapidement de certains personnages apparaissant parfois dans un seul épisode, mais assez fort pour marquer celui-ci, donc je vais vous faire quelques mentions honorables. On y va donc pour le lieutenant Hansen. Dans les années 2260, le lieutenant Hansen servait à bord de l'USS Enterprise sous le commandement du capitaine James T. Kirk. En 2267, dans l'épisode Cour martiale, Hansen était au poste de pilotage lorsque l'Enterprise rencontra un puissant orage ionique. Le lieutenant-commandeur Ben Finney fut apparemment tué dans l'incident. Plus tard, dans le même épisode, lorsque le vaisseau était coincé dans une orbite décroissante au-dessus de la base stellaire 11, Hansen dirigea le pilotage pendant que Kirk tentait d'initier la réparation des circuits énergétiques primaires du navire saboté par Finney. Dans la même année, dans l'épisode La Ménagerie, partie 1, durant un retour vers la base stellaire 11, décidément il s'en passe plein de trucs là-dedans, Hansen fut placé temporairement au commandement de l'Enterprise lorsque le capitaine Kirk et le premier officier Spock se sont téléportés à la surface pour enquêter sur un message mystérieux envoyé par la base. Spock reprit le commandement à Hansen lors de sa tentative illégale de transport de l'amiral Christopher Pike vers Talos 4.
Lorsque Spock fut obligé de confesser son subterfuge, il transféra alors le commandement à nouveau à Hansen en attendant le retour de Kirk à bord. La psychiatre Hélène Noël. Hélène Noël était la psychiatre spécialisée en thérapie de réhabilitation de l'USS Enterprise NCC 1701 dans les années 2260 sous le commandement du capitaine James Kirk et sous la direction du médecin-chef, le docteur Leonard McCoy. En 2265, Hélène participa au réveillon de Noël. Oui, je sais, c'est un petit peu drôle vu son nom de famille. Au laboratoire scientifique et fut attirée par Kirk. En 2266, dans l'épisode Les voleurs d'esprit, 10e épisode de la saison 1, après qu'un prisonnier se soit échappé de la colonie pénitentiaire de Tantalus 5, McCoy la chargea de soigner ses blessures. Puis, Hélène et Kirk descendirent sur la colonie afin de discuter avec le docteur Tristan Adams, qui leur expliqua l'incident et sa manière de traiter les pénitents à l'aide d'un neutraliseur neural. Hélène confirma à Kirk qu'Adam n'avait pas créé de chambre des horreurs. Pour s'en assurer, Kirk, confiant, lui ordonna d'utiliser le neutraliseur sur lui-même afin d'évaluer les effets du neutraliseur neural. Mais ils furent surpris par Adam qui la força à pousser la machine à son maximum, conditionnant mentalement Kirk à avoir des sentiments pour Hélène Noël, en se basant sur leurs souvenirs communs de leur première rencontre le Noël passé. Hélène Noël réussit à abaisser le bouclier énergétique permettant à Kirk de se libérer de la chambre de traitement et de plus permis à Spock de se téléporter avec une équipe de secours. L'officier Gary Mitchell. Alors, je ne vais pas vraiment revenir sur Gary Mitchell étant donné que j'en ai déjà bien parlé dans la première vidéo, puisque c'est lui qui est présent, tout tourne autour de lui dans Where No Man Has Gone Before, mais je vais en parler rapidement quand même. Bon, il faut savoir qu'il a servi sur l'Enterprise dans les années 2260. Il a été assigné en 2265 à bord de l'Enterprise en qualité de pilote sous les ordres de Kirk. Globalement, l'histoire, vous la connaissez, je vais pas vous la raconter, je vous renvoie à la vidéo que j'ai fait juste avant. D'accord ? Enfin, pas juste avant celle-là, mais la première vidéo. D'ailleurs, il va y avoir un lien dans la description pour avoir accès à la première vidéo directement sans chercher. Ok ? Je vous renvoie à celle-là. Et ça sera pareil pour les deux personnages qui vont arriver après, je suis vraiment désolé. Le docteur Elizabeth Denner. Même traitement que pour Gary Mitchell. Le docteur Elizabeth Denner était une psychiatre affectée en 2265 à bord de l'USS Enterprise. Voilà. Il était alors sous le commandement de James T. Kirk. On est dans l'histoire justement de Where No Man Has Gone Before avec l'Enterprise qui franchit la barrière galactique et bien évidemment Gary Mitchell et le docteur Elizabeth Denner qui sont touchés justement par ces effets de la barrière et qui vont avoir des dons qui vont grandir de plus en plus. Voilà. Je vous renvoie encore à la vidéo qui est dans la description. Eh ben, le troisième, ça va être la même chose, hein. Il n'y a pas grand chose à dire en plus sur lui. C'est le docteur Mark Piper qui fait partie justement, qui est le docteur de cet épisode, puisque McCoy n'était pas encore présent. Il succéda sur l'Enterprise au docteur Philip Boyce, qu'on pouvait voir dans la cage, et il a été remplacé par le docteur Leonard McCoy, et c'est tant mieux. C'est tant mieux parce que Mark Piper ne sert pas à grand chose, un peu comme Philip Boyce, qui ne servait pas à grand chose. McCoy est quand même très largement au-dessus par rapport à ces deux docteurs. Mais après on se demande si McCoy était plus médecin ou critique social. On sait pas trop. Les deux autres font plus médecin en tout cas. Le lieutenant Dave Bailey. En 2266, Dave Bailey était affecté comme navigateur lors d'une mission de cartographie à bord de l'USS Enterprise. Mission que vous pouvez voir dans l'épisode Fausse manœuvre, deuxième épisode de la saison 1. Au troisième jour, l'Enterprise rencontra le Phaesarius, un vaisseau de la première fédération. La tension provoquée par cette rencontre rendit Dave
complètement stressé et angoissé. N'exerçant plus correctement ses fonctions, il en risqua sa carrière. Dave Bailey fut alors relevé de ses fonctions, mais il requit la permission de réintégrer la console de navigation juste à temps pour que le vaisseau ne soit pas détruit, confirmant ainsi aux yeux de Kirk qu'il était le bon officier sur la passerelle. Lorsque Kirk fut invité à visiter le Fesarius par Balok, Dave l'accompagna, ayant ainsi la possibilité de voir l'inconnu. Puis quand Balok raconta sa solitude sur le Fesarius, et qu'un alien, sous-entendu peut-être un être humain, serait, en tout cas quelqu'un de différent de lui, serait le bienvenu comme compagnie, Dave Bailey se porta volontaire pour rester sur le Fesarius. On ne sait pas grand-chose sur ce qui lui arrivait après. Marla McGivers. Alors, je vais parler longuement de cette femme, car elle a un lien très important avec l'épisode Les Derniers Tyrans, qui voit apparaître le personnage de Khan, et Star Trek 2, qui voit réapparaître encore le personnage de Khan. En gros, Star Trek 2, c'est la suite directe des Derniers Tyrans. Donc, le lieutenant Marla McGivers est une belle et jeune historienne, timide et réservée, qui a plus de temps libre que de travail. Dans les rares occasions où elle est en service, MacGyver est presque contrariée d'être détournée de ses loisirs. Loin du zèle pratiqué par l'équipage, elle en fera même attendre le détachement dirigé par le capitaine Kirk en se présentant en retard à la salle de téléportation. Il faut croire qu'elle avait pas froid aux yeux celle-là. À en juger par le fouillis qui règne dans ces quartiers, encombrés de tableaux, de croquis et de bustes en tout genre, on peut voir que son violon d'Ingres, c'est la peinture. Et ses sujets de prédilection sont les héros hauts en couleur du passé de la planète Terre. Ses œuvres d'art ont ainsi pour thème Napoléon, Richard Cœur de Lion ou encore le gladiateur Flavius. MacGyver ne fait pas mystère de ses opinions. Selon elle, l'homme moderne n'arrive pas à la cheville de ses héros des temps anciens. En 2267, dans l'épisode Les Derniers Tyrans, qui est le 22e de la saison 1, l'Enterprise découvre un vaisseau dortoir, le SS Botany Bay, surgit du passé de la Terre et en réanime le chef Khan Noonien Singh. Surhomme génétiquement modifié, fruit des guerres eugéniques à la fin du XXe siècle, sur la planète Terre, Khan était un tyran qui dut fuir la planète Terre avec quelques-uns de ses partisans pour échapper à l'exécution. Marla s'éprend aussitôt de lui. Tout en protestant qu'elle porte à ce survivant un intérêt purement professionnel, elle entame la peinture de son portrait, puis organise en son honneur un dîner digne d'un amiral. Lorsque Khan la poursuit de ses assiduités, MacGyver est malgré tout surprise, dépassée même, choquée par ses manières brusques et conquérantes. Khan exige d'elle une indéfectible loyauté. Désespérée à l'idée de le perdre, Marla lui promet tout ce qu'il veut, quitte à l'aider à s'emparer des commandes de l'Enterprise. Quand Kirk bannit Khan et ses partisans sur Ceti Alpha 5, une planète de classe M rude mais habitable, MacGyver choisit de partager le sort des exilés plutôt que de passer en cour martiale. Khan admira alors en elle une femme supérieure. À cette époque, la planète est parfaitement colonisable par des êtres humains. Hélas, les habitants de Ceti Alpha 5 n'auront pratiquement aucune chance d'édifier un nouveau monde. 6 mois à peine après le départ de l'Enterprise, la planète voisine, Ceti Alpha 6, explose, provoquant un désastre écologique et transformant Ceti Alpha 5 en un monde de désolation. Les fidèles de Khan luttent pour leur survie, mais Marla MacGyver ne résistera pas aux épreuves, victime d'une forme de vie connue sous le nom d'anguille de Ceti. Le cœur brisé par la perte de son épouse bien-aimée, Khan accuse le capitaine Kirk de sa mort, lui reprochant de n'avoir jamais effectué d'opération de contrôle sur les exilés de Ceti Alpha 5. Il les a abandonnés à leur sort, dit-il, sans les fournitures ni les équipements qui leur auraient permis de survivre et de surmonter le désastre. Vous pouvez trouver à peu près les explications et les conséquences de ce qui s'est passé dans Star Trek 2. Attention, celui qui vient est très important pour le film Star Trek, le tout premier. Matthew Decker.
Officier de carrière au sein de Starfleet, le commandeur Matthew Decker a obtenu le commandement d'un vaisseau spatial de classe Constitution, l'USS Constellation NCC 10-17, doté d'un équipage d'environ 400 personnes. Le bien-être et la sécurité de son équipage ont toujours été la priorité de Decker, ce qui n'hésiterait pas à se sacrifier si les circonstances l'exigeaient. Ami de Decker depuis longtemps, le capitaine James T. Kirk observe que le Commodore n'aurait jamais abandonné son vaisseau tant que les systèmes de survie fonctionnaient. Grand et fort, Decker en impose sur la passerelle de son vaisseau. Il a l'habitude d'être obéi à la lettre. En retour, ses hommes lui confient leur vie. Une responsabilité que Decker prend très au sérieux, au point que lorsque son équipage au complet périt en 2267, sa raison vacille totalement. Donc, en 2267, dans l'épisode La Machine Infernale, le 6e épisode de la saison 2, le Constellation est en mission de routine, patrouillant aux alentours du système L374, lorsqu'il rencontra un objet étranger connu sous le nom de Machine du Jugement Dernier ou Tueur de planètes, qui détruisait systématiquement toutes les planètes du système qu'il visitait. Après un premier affrontement, le vaisseau fut tellement endommagé que Decker prit la décision de téléporter 400 membres de son équipage sur la 3e planète de L374 pour les mettre en sécurité. Il resta seul à bord du vaisseau pour affronter la machine extraterrestre, mais celle-ci détruisit la planète et endommagea plus gravement encore le Constellation. Decker était le seul survivant de son navire. Plus tard, Decker fut découvert par l'USS Enterprise qui le téléporta à son bord, tandis qu'une équipe d'ingénieurs menée par le capitaine Kirk s'occupait de son vaisseau brisé. Consumé par le remords de ses actions et un désir secret et suicidaire de revanche, Decker s'empara du commandement de l'Enterprise, laissant derrière lui Kirk piégé dans l'épave du Constellation. Decker fut tué dans l'action qui échoua à causer d'importants dommages à la machine. Cependant, son sacrifice permit à l'équipage de l'Enterprise de trouver le moyen de neutraliser la créature. En 2270, alors que le capitaine Kirk a accepté le grade de l'amiral, le nouveau capitaine de l'Enterprise est le fils de Matthew Decker, Tom Decker. Et maintenant, pour terminer, un personnage un peu anecdotique, il est vrai, Leslie Thompson. Dans les années 2260, Leslie Thompson servait en qualité de yeoman à bord de l'USS Enterprise sous le commandement du capitaine James T. Kirk. En 2268, dans l'épisode Tu n'es que poussière, 21e épisode de la saison 2, Leslie Thompson faisait partie d'une équipe d'exploration qui découvrit les Kelvans sur une planète de classe M. Le lieutenant Shea et la yeoman Leslie Thompson furent tous deux réduits en blocs cristallins déshydratés par le dirigeant Kelvan nommé Rojan pour démontrer ses pouvoirs à Kirk. Rojan écrasa l'un des deux blocs, tuant ainsi Leslie Thompson. C'est à signaler. Alors pourquoi je parle d'elle? C'est parce que tout simplement c'est la seule femme red shirt, c'est-à-dire ceux qui ont le t-shirt rouge, à mourir dans la série classique. Et d'après mes souvenirs, je pense aussi que ça doit être la seule femme qui meurt, tout simplement dans la série classique. Voilà. Je vous retrouve donc dans la deuxième partie qui sera consacrée à la chronologie des événements et à l'équipage du vaisseau de cette série. En attendant, je vous dis à ciao dans l'espace!